applaudissements Maître Dilia Lebert dans son intervention. Sous vos applaudissements. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Dilia Lebert, avocate du barreau de Port-au-Prince et militante des droits humains et principalement des droits des femmes. Mais aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir en tant que professionnelle du droit et de partager avec vous ce que c'est que vivre en tant qu'avocat à Port-au-Prince, en Haïti, puisque j'ai la chance de pouvoir militer à Port-au-Prince, mais aussi dans d'autres villes du pays. Et d'abord, je dois vous dire que l'ordre des avocats est quasiment le seul ordre professionnel qui existe en Haïti et qui est créé depuis 1859. Et après notre indépendance, les avocats existaient, je pense, mais c'était sur commission du président de la République. Et à partir de la création de la faculté de droit, il a fallu codifier ça et l'étudiant en droit prend un diplôme et après sa licence de 4 ans, après la philo, il rentre à la faculté de droit et il y a des facultés à travers la République. Après les 4 ans, il doit soumettre un mémoire de sortie. Après ce mémoire, il s'inscrit dans un barreau et c'est après un stage de 2 ans qu'il devient avocat. Homme ou femme, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de loi spécifique, il n'y a pas de discrimination, en principe. Et une fois que ce professionnel rentre dans la vie de la cité, il a un serment qu'il doit prêter. Je pense que pour la plupart des professions libérales, le professionnel prête un serment. Son serment où il dit « Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. » Honneur et dignité sont 2 mots-clés de cette profession. Souvent, on entend dans la rue, et je dis dans la rue parce que les avocats ont mauvaise presse. Ah, tout avocat c'est volé. Ah, le pauvre avocat. Et lorsque j'ai décidé de devenir avocat, dans ma famille, ma mère m'a dit ton grand-père va se retourner dans sa tombe parce qu'il détestait les avocats. Dès que quelqu'un a besoin d'un avocat, c'est parce que ça ne va pas bien. Dès que quelqu'un cherche les services d'un avocat, c'est parce qu'il a fait quelque chose et qu'il doit payer le bugatti. Donc, l'avocat va tourner ce qu'il a fait de mal en bien, ce qui veut dire que l'avocat n'est pas le professionnel. Or, le serment que l'avocat a prêté, c'est d'agir avec honneur et dignité. L'avocat est un professionnel libéral. Ça veut dire que souvent,
il ne travaille pas dans un bureau comme une secrétaire, comme un comptable, comme un professionnel aussi, mais qui est obligé ou qui a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Ce qui fait que c'est intéressant d'être un avocat parce qu'on peut décider de travailler pour qui on veut, quand on veut, comme on veut. Mais en même temps, il y a des règles à respecter. L'honneur et la dignité. Il y a aussi le fait que, avant d'accomplir une action, avant de procéder à n'importe quelle opération financière, opération immobilière, opération commerciale, il est conseillé de voir un avocat. Parce que même si on dit que le droit est la discipline la mieux partagée, c'est de la logique codifiée. Souvent, les formulations des contrats, par exemple, les formulations des conditions sont assez difficiles si la personne qui lit ce contrat n'a pas des notions de droit. Si la personne qui lit ce contrat ne sait pas que derrière un mot se cache plein d'autres choses et qui peut éventuellement éviter les embrouilles, éviter les magouilles à venir et éviter les difficultés que les activités quotidiennes présentent. Avant d'acheter, par exemple, une maison, bien souvent, les gens pensent qu'il suffit d'aller acheter, de trouver une maison, de trouver un vendeur et de dire « oui, je suis intéressé, oui, je paie le prix » et ça s'arrête là. Or, l'avocat peut vous dire, avant d'entamer le processus, voici ce qu'il faut chercher à savoir. Est-ce que la personne qui vend a le droit de vendre? Est-ce que le bien qu'il vend est un bien légal? Est-ce que derrière cette vente, il n'y a pas quelque chose qui se cache? Pour éviter que, une fois le bien acheté, eh bien, vous retrouvez un problème, et puis mais tribunal, et puis c'est au mal acheté, ou payer l'argent, ou acheter un bien, et l'arrivée dans le tribunal, c'est vous qui êtes condamné. Donc, l'avocat permet à toute personne qui prend une initiative de faire une activité, avant de faire cette activité, avant de réaliser cette action, de s'informer et de savoir qu'est-ce que la loi dit. L'avocat est encore au service de tout un chacun à n'importe quel moment et dans toutes les phases de sa vie. La personne va se marier, par exemple. L'amoureux ou l'amoureuse ne tient pas compte de la réalité, l'avocat va lui dire « Attention, il y a quelque chose qui s'appelle contrat de mariage, il y a des conditions de mariage. Si vous vous mariez dans telles conditions, si vous vous mariez avec tel type de personne, si vous vous mariez, voilà ce qu'il faut faire. » Ça évite que demain, la personne devient veuve, eh bien, elle se retrouve dans une situation parce qu'il n'y avait pas de contrat, puisqu'elle n'était pas préparée pour, donc elle ne sait pas exactement quoi faire dans telle situation. L'avocat aussi peut aider à entamer des démarches. La personne veut ouvrir un business. Il ne s'agit pas d'aller et de prendre de l'argent et de mettre dans un business. Il faut savoir, est-ce que ce business, ce type de business est autorisé? Est-ce que ce type de business est prévu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut payer? Et comment agir de façon à ce que, dans le cadre de ce business que vous faites, que vous allez faire, eh bien, toujours vous êtes
en ordre et toujours vous êtes réglo avec le fisc, avec la loi, et que ce que vous faites n'est pas, dans une certaine mesure, ne sera pas un pongongon, ne sera pas une difficulté. Dans sa vie de chaque jour, l'avocat, souvent, est appelé à prendre des positions. Son métier, c'est de conseiller, c'est d'accompagner, mais c'est aussi de défendre. Quelqu'un qui fait une action, une mauvaise action, elle a aussi besoin d'un avocat. Parce que toute personne a besoin d'un avocat à tout moment, surtout dans des moments difficiles. Surtout lorsqu'il faut faire face à la loi. L'avocat, dans ce cas-là, l'avocat peut dire « Non, moi je ne m'occupe pas de tel type de dossier. Je ne m'occupe pas de dossier d'assassin. » Mais souvent, l'avocat non seulement est obligé d'accepter, parce que après le stage, ou du moins pendant que l'avocat stagiaire fait son stage, le stage se clôture par le procès, l'accompagnement d'un assassin lors des assises criminelles. Donc, l'avocat ne peut pas dire « je ne vais pas défendre quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre ». Mais en tenant compte du dossier, en analysant les faits du dossier, l'avocat va dire à cette personne qu'elle défend « vous avez tué, certainement vous allez payer, vous allez le condamner. Mais ça me capable de faire pour vous, c'est qu'au lieu d'être condamné à perpétuité, au lieu d'être condamné à 30 ans, au lieu d'être condamné à 20 ans, on peut trouver le moyen de vous donner une condamnation parce que la loi, lorsqu'elle condamne, la loi dit il y a un minimum, 5 ans minimum, perpétuité. Donc l'avocat peut dire à cette personne, je vais faire en sorte qu'on essaie d'obtenir le minimum. Mais vous serez condamné parce que vous avez commis un acte répréhensible. Parce que lorsque la personne commet un acte, il y a toujours une raison, il y a toujours un motif. Et des fois, la personne n'est pas mauvaise parce qu'elle a commis une mauvaise action, mais il faut quand même qu'elle paie pour cette mauvaise action. Donc, l'avocat, en tant que défenseur, est obligé de tenir compte de la réalité, est obligé de tenir compte de l'individu qu'elle représente, est obligé de tenir compte des faits de la cause. Ce qui fait qu'un avocat n'est pas uniquement une personne qui se tient à la lettre de la loi, qui lit et qui, par exemple, un article de la loi qui dit si quelqu'un vole, le vol, c'est le fait de prendre à l'insu du propriétaire une chose. Ben, il y a différentes autres possibilités de voler sans qu'il y ait l'intention de faire mal. Et si le vol se fait le matin, le soir, ou dépendamment de l'importance de ce qui est volé et des conséquences de ce vol, au début ça peut être un vol et finir par être un crime. Donc l'avocat doit elle-même chercher à comprendre les faits, la cause et tout mettre ensemble pour que la personne qu'elle représente, si c'est la victime qu'elle représente, il y a une façon de voir. Si c'est l'agresseur qu'elle représente, il y a aussi une façon de voir. Donc, souvent, on n'a pas une bonne idée de l'avocat, surtout lorsque cet avocat défend des méchants. Mais qu'est-ce qu'on appelle un méchant? Un méchant, c'est une personne qui a commis une mauvaise action. Mais ce méchant-là, qu'est-ce qu'il a porté à devenir méchant? Comment il a pu devenir méchant? On prend par exemple
et un cas qui se répète souvent, des enfants de rue. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas eu de famille, qui n'a pas été élevé au sein d'une famille, qui n'a pas eu d'encadrement, qui est laissé à lui-même, est-ce que cet enfant, s'il commet un acte répréhensible, il n'a pas besoin d'être défendu? Ou est-ce qu'il est traité par le législateur ou par le juge de la même manière que l'enfant qui est élevé dans une famille chrétienne, dans une famille aimante, qui a un encadrement, qui a été... Donc, l'acte commis est mauvais, mais la personne qui commet l'acte, elle peut être une mauvaise personne aussi. Mais souvent, les gens qui commettent certains actes sont des gens qui ont aussi été en face de situations difficiles. Donc, être un avocat, c'est être à l'écoute de l'autre. C'est savoir écouter. C'est savoir comprendre. C'est chercher à comprendre pourquoi. Souvent, on a l'impression que toutes les lois sont justes. Oh, c'est pas vrai. Il y a des lois qui savent être injustes. Et être un bon avocat, c'est lorsqu'on est devant une situation et qu'on a une loi qui n'est pas juste, eh bien, c'est quand même avec ce qu'il y a dans la législation, essayer de convaincre le juge, essayer de convaincre le jury. Donc l'avocat doit savoir comprendre, doit savoir appréhender, doit savoir écouter, mais aussi il doit savoir convaincre, il doit savoir discuter, il doit savoir exprimer ce qu'il faut pour que la personne qu'elle défend, la personne qu'il défend, soit vue de la meilleure manière qui soit. Il ne va pas pour autant excuser tout ce qui est fait de mal, mais il doit quand même comprendre qu'est-ce qui a porté cette personne à poser ce acte. Et une chose qui est intéressante, à mon sens, avec la profession d'avocat, c'est qu'on a la possibilité de toujours avoir les textes avec soi. On a toujours la possibilité de se référer à la loi. Et la vie, la liberté des gens, c'est important, mais la vie des gens n'est pas en danger. Et lorsque, par exemple, il y a un médecin ou il y a un chirurgien, savoir que la vie des gens, une fois traitée par ce médecin et ce chirurgien, la vie de cette personne est dans les mains de ce professionnel de la santé. Et bien l'avocat, au moins, il se dit, bon, c'est vrai, les biens de la personne peuvent être en danger, sa liberté aussi peut être en danger, mais pas sa vie. Et c'est, à mon sens, assez rassurant, parce que les erreurs, parce qu'on en fait toujours, et l'avocat, plus que tous les autres professionnels, fait des erreurs ridicules. Parce que, par exemple, dans un procès, il fallait payer un thème de 25 gouttes. Il n'a pas trouvé de thème de 25 gouttes. Il ne savait pas que le thème de 25 gouttes devait être payé. Et puis le tribunal dit, votre client a tort. Votre client a perdu à cause d'un thème. Donc, il faut regarder de près. Il faut scruter tous les aspects. Et aussi, l'avocat a toujours besoin des autres disciplines. Ce matin, j'ai entendu M. Farrell dire c'est une profession où on a toujours besoin des autres. Parce que pour défendre un professeur, par exemple, qui aurait eu un problème,
il faut savoir c'est quoi le rôle du professeur, c'est comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. Si c'est un médecin, il faut chercher à comprendre. Donc, on a toujours besoin des autres professions. On a toujours besoin des autres d'autres personnes, d'autres méthodes, d'autres manières, il faut s'ouvrir. On ne peut pas être avocat et être fermé. On ne peut pas être avocat et avoir une idée rigide et ne pas s'ouvrir aux autres. Et penser qu'on est le seul à savoir. Parce que c'est chaque jour qu'on apprend. C'est chaque jour qu'on a une histoire différente. Chaque personne est différente. Chaque client est différent. Chaque cas est différent. Donc, quelque part, savoir que on peut aider, on vient en aide, on allège, si je peux dire, les difficultés des gens, c'est gratifiant. Et lorsqu'on peut obtenir pour une personne que sa demande soit agréée, que sa demande ne soit pas rejetée, eh bien, peu importe le coût, peu importe les difficultés, on est content de l'action qu'on a posée. Et qu'est-ce que je peux dire encore de l'avocat? Souvent, on dit que les écrits restent, la parole s'en va. Or, les avocats parlent, mais ils prennent la précaution d'écrire. Et il faut toujours écrire. Et il faut demander, il faut s'assurer que la personne qui vient vous trouver, eh bien que cette personne, et même si elle ne sait pas signer, parce qu'il y a un peu de monde qui va pas signer, mais qu'elle ait l'impression quand même de faire une quoi. Parce que c'est un engagement et il y a la confiance. L'avocat doit tout savoir de cette personne qu'elle défend, mais doit aussi garantir à cette personne la discrétion. Doit aussi garantir à cette personne le secret professionnel. C'est comme un prêtre au confessionnal. Vous lui dites tout, parce que c'est avec ce que vous lui dites qu'il va vous aider à vous tirer de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. Et autre chose, les avocats, bon, il y a quelque temps, en Haïti, les avocats faisaient tout. Mais de plus en plus, il y a des spécialisations, tout comme dans la médecine, tout comme dans l'économie, comme vous a dit M. Farrell ce matin. Et il y a différents types d'avocats, des avocats de commerce, des avocats de droit civil, des avocats de la famille, des avocats de droit aérien, parce qu'il y a différentes catégories de droit. Donc, il y a des avocats spécialisés dans tous ces droits-là. Personnellement, je suis plus dans les droits fondamentaux, dans les droits humains, et ça me permet de travailler beaucoup plus avec des gens qui sont en difficulté, des gens qui ont des conflits dans le milieu dans lequel ils sont, des gens qui ont des conflits qui sont en prison, pour travailler avec des enfants en prison. Et c'est assez difficile tout en étant intéressant parce que souvent, lorsqu'un enfant de 15-16 ans se retrouve en prison pour avoir commis une action répréhensible, et la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont des orphelins. Parce que lorsqu'ils sont arrêtés par la police, ils n'ont pas de parents qui viennent payer, qui viennent les accompagner. Et c'est aussi gratifiant de se dire qu'on peut aider d'une manière ou d'une autre. Économiquement, certains avocats vivent mieux que d'autres.
économiquement, certains dossiers rapportent plus que d'autres, mais c'est un choix. Et surtout, le fait d'aider quelqu'un à accomplir quelque chose de bien est gratifiant. Le fait de pouvoir ramener à la raison, ramener à l'ordre quelqu'un qui aurait péché par inadvertance, par accident, parce que souvent les accidents arrivent aussi. Et ce n'est pas tous ceux qui commettent des mauvaises actions, comme je dis, qui sont des mauvaises personnes pour autant. Et toute personne a besoin d'être accompagnée, a besoin de conseils, a besoin d'être présentée, d'être défendue et de se présenter devant un tribunal avec les meilleures chances qui soient. Donc, je pense que les avocats ont leur rôle dans notre société, et parce que leur travail leur permet aussi de se rendre compte de quelles lois qui sont injustes, de quelles lois qui peuvent être changées, de quelles obligations qu'il serait préférable d'exiger. Et donc, les avocats, en plus du service qu'ils rendent à la communauté en aidant ou en agissant individuellement, mais en groupe aussi, ils ont leur fonction, parce que tous ceux qui, en général, travaillent ou qui ne travaillent pas, ont besoin de conseillers. Et les meilleurs conseillers sont les avocats. Donc, l'avocat aura toujours à travailler, aura toujours du travail, des fois pas au tribunal, parce que ces derniers temps, vous savez probablement que les tribunaux ne fonctionnent pas correctement, mais il y a toujours possibilité de donner des consultations, de donner des conseils, il y a toujours possibilité d'aider et de permettre aux autres de connaître la loi. L'adage dit « Nul n'est censé ignorer la loi », mais la plupart du temps, les gens ne connaissent pas la loi. Et malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas la loi. On ne nous apprend pas c'est quoi le tribunal, on ne nous apprend pas comment ça fonctionne. Donc, l'avocat a sa place dans notre société parce que c'est l'avocat qui peut vous aider. Là, aucun avocat ne connaît toutes les lois, mais il sait où chercher, il sait comment chercher, il sait comment s'y prendre pour que la loi soit toujours de votre côté. Et je crois que c'est ce que j'ai à partager. Nous remercions Maître Dilia Lebert pour son intervention sur barreau et droits humains. Nous allons prendre 3 questions à l'endroit de madame, s'il vous plaît, 3 questions. Qui est-ce qui se manifeste? Avant nous entrer dans la question, nous avons porté une petite précision, non pas sur ça, Maître Dilia Diano, c'est sur l'affaire l'Église. L'Église a un droit pâle, un droit particulier. Droit l'Église catholique est le droit canonique. Donc, ça veut dire que l'Église est spécialiste dans le droit. Et normalement, par exemple, si moi je parle de Maître Dilia, je dis que c'est un civiliste parce qu'il fait droit qui a un rapport avec la société. Moi-même, je suis spécialiste dans le droit de l'Église catholique, donc moi-même, je suis un canoniste. Nous devons faire différence pour nous, de façon pour nous connaître que dans l'Église catholique, on a une loi spéciale qui régit de toute façon l'Église catholique fonctionner sur toute la terre. Et droit ça, il pas un droit qui est dans la société, même gens nous. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frontières et puis pas de passerelle, pas de pont, non.
Mais ça veut dire, par exemple, si nous faisons un bagage qui passe ça, ou bien nous-mêmes, comme catholiques, nous faisons un bagage qui passe ça, donc, une législation dans l'Église catholique nous soumet à lui et qui a jugé nous. Et il y a dit tout à l'heure, par exemple, que avocat, c'est un monde qui parlait et qui, effectivement, dans la cause, il plaidait surtout en parlant. Dans l'Église catholique, avocat, même, ils plaident, mais ils plaident avec écrit. Donc, ça veut dire, là, par exemple, moi-même, je suis un juge dans le tribunal ecclésiastique. Alors, là, par exemple, moi, j'ai une cause, non, même, je ne vais pas aller devant un tribunal et puis accuser ou bien défendre ou bien mon Dieu devant moi. Non, il y a une cause là, qui se libère là. Et puis après ça, moi établi chef, établi chef d'accusation, on a moins analysé. Et puis tout ça, moi, pour me faire, c'est écrit pour m'écrire. On va c'est écrit pour m'écrire. Et puis on y a là, toute réponse surtout faite par écrit. Et donc ça veut dire cause là jugée par écrit. Des confrontations tout à fait oui. Mais en général, dans l'Église catholique, doit Jean fonctionner, c'est un droit qui écrit au lieu que c'est un droit que vous parlez ou bien vous dites. Nous devons donner cette décision ça pour nous parce que il y a un pile catholique qui ne connaît. Il existe un livre qui est le Code de droit canonique, qui était publié par le pape Jean-Paul II en 1983, mais le pape François lui-même il fait un bon amendement dans la législation ça. Et le dernier amendement que le pape François a fait dans la législation ça, il date de 2023. Voilà ce que je voulais préciser. C'est récent. Oui. Ah oui, non. Ah non, pape François lui-même, c'est lui-même qui a fait plus d'amendements. Par exemple, ouais, pape Jean-Paul II lui-même, lui fait un seul amendement pendant 26 ans. Pape François, pendant 12 ans, lui fait près d'une dizaine d'amendements. Et droit civil, civiliste l'a écrit tout, oui, parce que le juge l'a tranché. C'est pas juge attendait moun yo dans le tribunal, mais dossier yo accompagné de papier, yo accompagné de plaidoirie, yo accompagné de réquisitoire, yo accompagné de yo les conclusions. Juge la pral tande de moun yo, la pral tande yo dans le tribunal là, mais l'ol ramasse dossier pour la garder qui est pour bail raison, la gagne deux dossiers qui écrit. La gagne conclusion tous les deux moun yo et nous pral une décision à partir de ça. Donc faut avocat qu'on rédige, qu'on parle, mais qu'on convainc juge là. Monseigneur dit, c'est juge, avocat pas juge. Avocat a bail position client. Et avocat a cherché montrer juge là que c'est l'autre partie qui a tort. La râler de sous bon côté lui. OK? Nous avons ça de moi du rôle pas moi. Oui. Par exemple, si je par exemple vicaire judiciaire, les ça c'est moi qui tape mettre tribunal là. OK. D'accord. À présent, nous faisons place aux questions, s'il vous plaît. Première question. Le micro va à l'heure. Merci, Suzy Charles. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention. Vos dires détaillés ont été aussi édifiantes qu'inspirantes pour nous. Merci. Ma question est la suivante. Si vous le voulez bien, pouvez-vous partager avec nous ce qui vous a le plus marqué au cours de votre carrière? Il y a beaucoup de choses. Et la première chose, c'est de me rendre compte que la loi va toujours juste. Moi, pas appliquer tout le temps, on l'applique toujours, et puis des fois, on se rend compte que elle n'est pas bonne et qu'elle fait mal. Par exemple, il y
il y avait, parce que ça a changé, justement à cause du travail que font les avocats et les militants de droits humains. Il y avait une loi qui interdisait à un officier d'état civil de prendre la déclaration de naissance, de prendre le nom du père d'un enfant lorsque c'est la mère qui allait faire la déclaration. Si la mère n'était pas mariée au père. Officier d'état civil, l'anti-monde fait, c'est devant officier d'état civil pour y aller déclarer. Là, c'est papa qui a fait déclaration de naissance là. Officier d'état civil l'a dit, ou marié, oui marié. Ok, très bien. Et qui est-ce qui m'a petite là? Officier apprend non. Monsieur a dit, Jean-Paul, moi, me fait petite main avec Dilia, donc, la prend à Pierre. Mais, si Dilia devant officier d'état civil là, la loi t'interdit officier d'état civil là, prend déclaration Dilia qui pas marié, pour dire c'est Jean-Paul qui va pas petite là. Ce qui fait que, acte de naissance, je te baille Timon, non, c'est nos mamans seulement qui te la donne. Papa va là. Donc, quand paquet de Timon qui vivent des situations difficiles du fait que dans l'acte de naissance, pas de non papa. Et puis, bon, donc ce qui fait que gain pile fois et des situations que nous n'avons pas de responsable qui commettent, eh bien, c'était difficile. Par exemple, tu as une madame qui tue mari. Et là, mal défendu, il t'a fait 20 ans avec monsieur. Depuis la première année de mariage, il a subi violence dans le même mari. Et il t'a mis tête comme obligation, tant que toute petite li mariée, toute petite qui était là pour divorcer. Et là, il dit, monsieur, elle va divorcer. Monsieur a dit, non, jamais, pas divorcer. Et goumer, etc., il arrive tuer monsieur. Donc, l'homme arrivé dans le tribunal là, et déjà, le madame m'a raconté tout ça, de vivre pendant tout le temps ça, monsieur. Il dit, mais comment on fait vivre tout le temps ça? Et puis, pour m'arriver dans le tribunal là, pour moi, charge liberté, madame ça, c'est sous domnité. C'est là ça me songe docteur me dit oh moi pas tuer lui mais quand même c'était sa liberté et bon chance pour moi et tribunal l'a estimé déjà avant d'arriver dans le tribunal il était passé plus que 4 ans. Là il était arrêté le temps que l'enquête a fait, le temps que le tribunal tendait le dossier paré, il était passé plus que 4 ans. Donc le tribunal l'a condamné lui mais que tu as le minimum de peine pour te balayer et ça fait que vraiment tu es content. Bonsoir. Je vous félicite parce que vous avez été assez compréhensive. J'ai une question et c'est la suivante. Pourquoi est-ce que, disons qu'un enfant est supposé porter le nom de famille de son père. Pourquoi est-ce qu'en Haïti, il y a quelques mères qui, qui enlèvent le nom du père et qui laissent leur nom ou encore remplacent le nom de famille du père par leur nom de famille? Est-ce que la loi accepte cette chose-là? Et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Lorsque les parents sont mariés, automatiquement, le nom du père va sur l'acte de naissance. Mais lorsque les parents ne sont pas mariés, la loi n'autorisait pas l'officier d'état civil à prendre la déclaration de la mère, à savoir que la mère ne pouvait pas donner le nom du père. Souvent, on est dans un pays où la majorité des familles ne sont pas mariées. Les parents vivent en concubinage, ils vivent en union libre, ou bien tout simplement,
et ils ne sont pas ensemble. La femme peut être enceinte et porter l'enfant d'un homme, mais n'avoir jamais de liens familiaux avec cet homme. Donc, lorsque cette femme va au bureau d'état civil, l'officier lui dit, vous ne pouvez pas porter le nom du père. Donc, ce n'est pas la mère qui enlève le nom du père. C'est la loi qui interdit à l'officier d'état civil de prendre le nom d'un homme alors que l'homme n'est pas là pour faire sa déclaration de naissance. Mais la loi a changé parce que depuis 2014, les femmes peuvent donner le nom du père. Mais l'officier d'état civil doit demander au père est-ce qu'il est d'accord, parce que souvent les pères ne reconnaissent pas les enfants. Et c'est une situation assez complexe parce que lorsque l'homme est marié avec une femme, en principe, le législateur pensait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec d'autres femmes. Parce que l'enfant qu'il a, pendant qu'il est marié à quelqu'un, avec quelqu'un d'autre, est un enfant adultéré. Et cet enfant adultéré, la loi ne reconnaissait pas de droit à cet enfant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des lois qui sont injustes. Parce que l'enfant n'a jamais demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé que son papa et sa maman vivent une situation qui... Et cet enfant-là n'avait pas le droit de porter le nom de son père parce que le père était marié à quelqu'un d'autre. Ou bien de porter le nom du mari de sa mère. Parce que si sa mère était mariée à quelqu'un d'autre, le vrai père, le père biologique, ne pouvait pas lui donner son nom. Donc, c'est des situations que la loi n'a pas tenu compte de réalité. Puisque dans le pays, nous, 40% de familles sont mariées, mais 60% vivent dans d'autres rapports. Et souvent, ces enfants nés de rapports qui ne sont pas dans le mariage, il y a des situations compliquées qu'il y a fait face. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question? Elle n'est pas convaincue. Ce n'est pas les mères qui ne voulaient pas ou qui changeaient le nom, c'est la loi, c'est la législation du pays qui fait que, à un certain moment. Mais maintenant, ça va changer. Au fur et à mesure, ça va changer. La toute dernière question à l'endroit du maître. Bonsoir. 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 Merci pour votre belle présentation. Merci. Et pouvez-vous me dire, est-ce que la loi haïtienne mériterait une réforme en soi, comme vous êtes avocat, en votre qualité d'avocat? Et certainement, mais il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois. Il y a différents types de lois. Tout à l'heure, Monseigneur Harris parlait du droit civiliste. Il y a aussi le droit pénal. Et l'avocat qui pratique le droit pénal est appelé un avocat pénaliste. Effectivement, la législation en Haïti est assez... Imaginez, nous avons le code civil haïtien qui n'a jamais été modifié, même s'il y a eu différentes lois. Parce que c'est une loi qui change une autre loi ou un décret, mais le gros du code civil date de 1825. Donc, ça mérite d'être mis à jour. Il y a beaucoup de lois qui sont ajoutées, il y a beaucoup de lois qui sont venues, mais le gros du code civil, c'est tout comme le code pénal. On a un code pénal qui est actuellement utilisé et qui date de 1835. Imaginez-vous qu'en 1835, lorsque le code pénal disait quelqu'un qui vole, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a différents niveaux de vol. Le vol de quelque chose de minime s'appelle un larcin.
c'est tout petit, alors que le vol de quelque chose de plus important, c'est un délit, et quelque chose de plus élevé encore, c'est un crime. Le larcin, dans le code pénal, c'était jusqu'à 30 gouttes. Donc, la personne veut voler une plume, et parce que c'était 30 gouttes, parce qu'en 1835, 30 gouttes représentaient 5000 gouttes collières. Donc, lorsque la personne était condamnée pour 30 gouttes, c'était quelque chose, et ça méritait d'être changé. Donc, il y a plein de lois qui méritent d'être changées, il y a plein d'articles qui méritent d'être changés, mais en même temps, il y a des lois qui sont prises, et la loi sur la signature digitale, les banques qui sont arrivées avec leurs affaires d'Internet, de connexion, de tout ce dont M. Farrell a parlé, il y a des lois qui sont modernes, mais en même temps, il y a plein de textes qui méritent d'être modifiés. En Haïti, on a besoin d'une bonne réforme parce que la loi et les textes de loi, pour la plupart, étaient copiés de l'extérieur, étaient copiés de la France. Donc, ça ne s'ajustait pas totalement à la réalité haïtienne. C'est un vrai débat, et oui, la législation en Haïti a besoin d'être réformée. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Encore une fois, on remercie. Pour ceux et celles qui voudraient rencontrer Maître Odilia Lemaire, les membres du courrier vont vous conduire au bureau de rencontre avec le maître. Merci. Nous arrivons, chers amis, au terme de cette première rencontre dans le cadre du séminaire d'orientation professionnelle. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à chacun de nos intervenants pour la générosité et la qualité de leurs témoignages, ainsi qu'à vous tous, élèves et invités, pour votre présence attentive et votre participation enthousiaste tout au long de cette journée. Cette dernière nous a offert des perspectives précieuses, des rencontres inspirantes, et nous espérons qu'elle aura semé en chacun de nous des graines de réflexion. Nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, à partir de 8h30, en ces mêmes lieux, pour la poursuite de nos travaux. Nous vous invitons à venir avec la même énergie, la même curiosité et la même ouverture d'esprit qui ont marqué cette belle journée. Nous vous souhaitons une excellente soirée, un bon repos bien mérité, et nous avons hâte de vous retrouver demain. Mais avant de vous quitter, j'ai l'honneur de céder la parole à Monseigneur Patrick Harris, qui voudra bien clore cette journée par ses mots et sa bénédiction. Monseigneur. Moi, je voulais enfin pour le séminaire ça, féliciter nous toutes. Je ne vais pas vous féliciter parce qu'on n'a pas de féliciter nous toutes qui ont fait des déplacements. Moi, absolument certain que le déplacement, il vaut la peine. Nous avons rencontré des gens de qualité, des gens qui ont science de domaine et des gens qui ont communiqué correctement avec nous de façon aussi, par exemple, qui côté nous voulons aller pour nous voir un chemin qui a ouvert devant nous. Ça, c'est le premier bagage que je voulais dire. Deuxième bagage que je voulais dire, je voulais féliciter nous tous du fait que pendant toute journée en tout, nous avons une discipline qui a fait que nous-mêmes qui étions là, nous arrivés à fonctionner ensemble.
Et en pendant nous, pas qu'on le du tout, pas rencontrer le du tout, mais une fois que nous rentrons dans cette salle-là, moi, j'ai l'impression nous devons faire ça, une convivialité et nous devons venir, même si nous ne sommes pas partenaires, mais nous devons venir nous qui peuvent parler avec l'autre, qui est capable de converser avec l'autre et qui est capable, pendant tant nous là ensemble, faire ça nos sociétés. Pour ça, tout, moi, féliciter nous. En troisième lieu, moi, je voulais féliciter tout intervenant qui était passé là, qui était venu bénévolement, gracieusement, par temps, énergie, courage, détermination, et qui était préparé l'intervention pour être capable de parler avec nous, et puis convaincre nous, ou bien persuader nous, et ensuite disponible pour te répondre à la question de nos gagnants. Non, nous remercions pour disponibilité, nous te déployer et nous penser c'est un service citoyen nous te fait. Pour finir, moi je dire ça nous fait aujourd'hui et nous continuons à faire demain. C'est Haïti la construit. Construire Haïti pas veut dire uniquement monde nous tenter qui occupe fonction publique, qui fait ou qui défait. Construire Haïti, c'est un petit grain d'ici même qui vient pour lever demain, pour lui tourner, yon bois, et bien bois ça pour le porter fruit, et bien bois ça pour le bailler l'ombraille, et bien bois ça des oiseaux qui vient pour venir faire niche là-dedans. Toute image ça permet de nous comprendre que non seulement nous-mêmes, par présence nous décimer, mais intervenant nous décimer en semence de qualité dans la vie. Moi seulement souhaiter, et seulement ça, nous nourrir pour le lever, et puis vraiment pour le grandir jusqu'à ce que nous tombe. Comme modératrice l'a déjà remercié nous pour présence nous et l'acte nous demain, pas besoin de multi-parole, moi seulement l'avais remercié pour l'autre catégorie, c'est mon équipe là qui te permet de toute bagaille de passer bien. Nous qui avons maillot courrier en LDPS qui était là dans l'accueil, membre dans PDE, et bien tout le monde qui est facilité entrée, sortie et puis communication dans le premier journée ça. Nous voulons remercier, nous voulons dire chapeau bas et nous voulons dire nous apprécier en pile sens de responsabilité avec dévouement de déployer pendant le journée ça. Il y a si pas l'autre communication encore, nous avons demandé nous camper pour nous capables de finir la journée. Comme il était, qui est, qui était, et qui
dans sa joie et dans sa paix. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon retour chez vous et demain, nous vous attendons avec la même joie et le même sourire.